De la périnatalité à propos des violences entre partenaires intimes. Donc c'est la suite tout à fait logique de la présentation précédente. Mesdames et messieurs, Sabine Borel. Bon, Philippe est incorrigible, hein. On forme un vieux couple, il vous l'a dit. Ça fait des années, effectivement. D'abord, je voulais vous remercier toute l'équipe, puis surtout Macha, voilà. Elle me permet de revoir ma grande famille de la dictologie, parce qu'effectivement, pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé donc, auprès des femmes enceintes que je suivais qui consommaient des substances psychoactives. Grâce à Madame à Martine qui est là, voilà. Écoutez, là aussi, j'ai eu un premier poste de sage-femme addictologue dans un centre Elsa. Donc voilà, je suis assez fière aussi d'avoir fait plein de petits dans la région. Et puis, voilà, je remercie vraiment Macha de cet intérêt sur l'addiction et les violences, parce que c'est un sujet encore tabou, malheureusement, et c'est un sujet qui est difficile à aborder. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a demandé de traiter ce sujet sur les outils de repérage. Voilà, mais j'ai une pensée quand même pour toutes ces femmes, parce que, effectivement, ces femmes, elles nous apprennent beaucoup. De leur long silence, elles nous apprennent de leur posture, de leur non-dit, de leurs yeux qui baissent, d'un sourire qui tombe parfois, voilà. Et donc, effectivement, je tenais à les remercier parce que, voilà, elles m'ont appris beaucoup. Et puis, je tenais à souligner leur courage. Leur courage parce que, voilà, c'est pas facile de partir. Myriam l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup d'obstacles. Et donc, elles m'ont appris beaucoup et voilà, je suis assez contente maintenant grâce à elles et peut-être aussi pour elles, de faire partie des petits colibris de l'unité de victimologie de l'hôpital de Bayonne. Alors voilà, chacun a son anecdote. Moi, je ne sais pas si vous connaissez la légende du colibri. Donc en fait, ça se passe dans une forêt et le feu se déclare et c'est un vrai désastre. Tous les animaux sont sidérés, atterrés. Plus rien ne bouge, ils sont désemparés. Et seul un petit colibri fait des va-et-vient, va chercher de l'eau à la source pour essayer d'éteindre le feu. Alors, tout le monde le regarde et puis il continue ses allers-retours. Et là, le toucan lui dit « Mais pourquoi tu fais ça? Ça ne sert à rien, tout va brûler. » Et il lui dit « Je fais juste ma part. » Donc j'espère qu'aujourd'hui, je vais faire ma part avec vous, pour que vous puissiez devenir des petits colibris aussi. Donc voilà, notre casquette, donc, je travaille au réseau, hein, donc au réseau, voilà, ça, on vous l'a expliqué ce matin, je ne vais pas recommencer. Voilà, l'idée c'est de mettre en lien les professionnels de la périnatalité sur divers sujets, donc nous avons beaucoup travaillé sur les violences entre partenaires intimes. Bon, voilà, les violences entre partenaires intimes, c'est vrai, on en parle de plus en plus. En 2019, il y a eu le Grenelle. C'est une première cause maintenant nationale décrétée par M. Macron. Des axes d'amélioration en sont sortis, et notamment la formation des professionnels de tous les champs, hein, aussi bien les gendarmes, les professionnels de santé, les associations. Il y a aussi les mouvements comme MeToo qui ont pu libérer la parole. Moi, je vais mettre mon micro comme ça. Et puis malgré tout, c'est toujours un sujet très difficile à aborder. Voilà. Donc effectivement, il y a des réticences. Alors il y a des réticences au niveau des professionnels et au niveau des victimes. Alors au niveau des professionnels, de nombreuses études ont montré qu'en fait, la plupart du temps, c'est un manque de formation dans le cursus initial des études. Un manque aussi de connaissance des réseaux de prise en charge des victimes sur leur territoire. Un manque de temps. Bon, vous avez vu Anna tout à l'heure, donc ça, on peut vraiment changer la donne. Hein. Et puis aussi, on en a parlé, c'est une impuissance des professionnels, parce qu'en fait, ces femmes, eh ben, on vous l'a dit, elles font des allers-retours, très souvent. En moyenne, 7 allers-retours avant de vraiment quitter l'auteur des violences. Il y a aussi une impression de fatigue, parce que ce sont des patientes qui vont venir souvent de façon récurrente aux urgences, sans symptômes particuliers, donc avec des diagnostics qui ne sont jamais posés.
Et puis, voilà, ces patientes peuvent irriter. Je crois qu'il l'a dit dans le film aussi. Hein, elles peuvent effectivement avoir des comportements qui sont irritables. Et ça, nous, en tant que professionnels, on peut se mettre en garde vis-à-vis de ça. Parce que ça peut vous arriver hein, de voir des patientes en vous disant « Mais qu'est-ce qu'elle m'agace, celle-là, mais elle est tout le temps là, aux urgences. » Et donc, voyez, soyez vigilants sur ce genre de comportement. Alors les victimes, les réticences au niveau des victimes, eh bien, bon voilà, on en a parlé tout à l'heure, bah, c'est la peur, hein, la peur des représailles déjà, la crainte de ne pas être crue quand on va raconter une histoire, et puis bah, elles ont peur en périnatalité qu'on leur enlève, que les services sociaux leur enlèvent leur enfant par négligence ou par, voilà, par manque de, bah, c'est-à-dire de ne pas quitter le mari donc. Donc, bah, des recommandations existent, bon, depuis pas très longtemps. Enfin, les recommandations, elles existent pour faire infléchir les réticences des professionnels. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les appliquer, mais c'est le but. Alors, depuis à peu près 2012, en fait, on va dire que le dépistage est considéré comme systématique et plutôt à privilégier de manière systématique dans le domaine de la périnatalité. Alors, certains professionnels se disent que c'est plutôt ciblé, plutôt systématique. Mais il y a un consensus quand même international, lorsqu'on est en périnatalité, de faire un dépistage systématique. Et les dernières recommandations donc, de la Haute Autorité de Santé, 2019, même, préconisent même un repérage systématique sans signe d'alerte. Il y a des bénéfices à ce repérage. D'abord, un bénéfice pour les victimes. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, quand on pose une question, en principe, les femmes répondent. On est surpris des fois de leurs réponses, mais quand on leur pose la question, elles répondent. Donc, c'est briser la loi du silence, et ça sera peut-être la première fois. Elles vont dire qu'au moins, on les aura crues, il va y avoir une meilleure estime d'elles, et si le professionnel est formé, ben, il pourra expliquer tout le phénomène d'emprise qu'on a entendu tout à l'heure. Pour les professionnels, les bénéfices, eh bien, que ça va permettre aussi d'éviter des diagnostics erronés avec des symptômes différents. Alors voilà, je vais mon anecdote. Hein. On était donc en train de former des professionnels de tout l'hôpital, donc divers et variés, donc du gastro, à la maternité, aux urgences. Et donc en fait, le lendemain, un gastro vient nous voir et nous dit « Oh là là, votre repérage systématique, hein, je l'ai tenté parce que la dame, ça faisait 15 fois qu'elle venait me voir pour son mal au ventre, je lui ai posé la question. » Et la dame a répondu, bah oui, je subis des violences conjugales. Et là, elle s'est effondrée, et en fait, bah, sa prise en charge était tout autre. D'où l'intérêt du dépistage systématique. Donc repérer, certes, c'est pas aisé, c'est pas facile, on l'a vu. Et comme je dis toujours, enfin il n'y a pas que moi qui le dis d'ailleurs, hein, ça ne vient pas de moi cette phrase, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention parce que le repérage, il va être aidant pour une victime si le professionnel est capable de lui apporter une réponse. Hein, c'est pas faire du repérage pour faire du repérage. Si derrière on ne sait pas vers qui l'orienter, prendre du temps pour l'écouter, bon, bah, le repérage, voilà, ça va peut-être faire plus de mal que de bien. Une condition, on en a parlé tout à l'heure, il faut être seul avec la patiente ou le patient. Mais bon, en principe, chez nous, c'est plutôt des patientes. Donc, pas d'enfant, évidemment, pas de conjoint et pas d'interprète non plus. Et puis, le professionnel doit connaître, évidemment, les sources d'orientation, au moins sur son territoire, voire les numéros nationaux d'aide. Alors, comment repérer ? D'abord, créer un environnement facilitateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà, il faut qu'on montre qu'on est concerné. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, mettre des affiches de ce type. Il y en a d'autres qui existent. Ça peut être dans la salle d'attente. Ça peut être à l'intérieur des toilettes, à l'intérieur de la cabine de déshabillage. Et puis, les petites cartes 3919. Voilà, alors c'est l'ancienne version que j'ai. Maintenant, elles sont rouges, mais cette carte 3919, normalement, il y en a pour chaque département. Et donc, il y a numéros territoriaux derrière. Donc, qu'est-ce que ça va créer ? Ça va dire que en fait, la patiente va pouvoir révéler, elle va se sentir déjà plus en sécurité. On a parlé de sécurité ce matin. Plus en sécurité pour pouvoir faire effectivement, briser ce silence. Alors là, il m'en manque une partie, je ne sais pas pourquoi.
Mais donc, la deuxième chose, quand on dit voilà, comment repérer, il y a aussi une attitude à avoir. Vous en avez parlé ce matin, il faut absolument sécuriser la patiente. C'est indispensable. Il faut l'écouter et la croire. Alors voilà, on a une fonction de soignant, on n'a pas une fonction de juge ni d'enquêteur. Donc chacun est à sa place. Nous, on écoute et on croit ce qu'elle nous dit. Il faut être disponible aussi. C'est pas parce qu'on a écouté, enfin, c'est pas parce qu'on a posé la question que hop, on passe à la question suivante. Il faut prendre du temps parce que la réponse, elle peut être positive. Il faut valoriser aussi sa démarche. C'est peut-être la première fois qu'elle en parle et on sait très bien que le premier accueil est ce qu'il y a de plus important parce qu'il va être déterminant pour les prochaines consultations et la prise en charge future. Et évidemment, restez bienveillant. Alors les outils, je vais vous proposer voilà, des outils divers et variés. Alors un bon nombre d'outils, d'auto-questionnaires. Bon, ils sont tous anglo-saxons, donc c'est pas facile. Voilà, ils ont tous été testés donc pour leur spécificité et donc qui augmente, qui est à peu près de l'ordre de plus de 80%. Mais je voudrais m'attarder sur le WAST, le Woman Abuse Screening Tool. Mon anglais est très mauvais, je suis meilleure en espagnol. Et voilà, donc en fait, c'est une équipe de Clermont-Ferrand qui l'a repris, qui l'a étudié, qui l'a traduit et qui l'a testé et donc qui l'a validé en 2021. Donc c'est 8 questions fermées avec un score par question de 0 à 2. Et donc, lorsque cet auto-questionnaire, le résultat est supérieur ou égal à 5, on considère que la patiente est victime de violences conjugales. Donc, il le préconise dans l'anamnèse et dans toutes les consultations aux urgences. Il y a aussi les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont été donc revues en 2019. Donc, c'est une fiche technique qui s'appelle « Comment repérer et évaluer ». Et en fait, vous avez donc toute une série d'exemples de questions à poser. Donc là aussi, divers et variés. Donc il faut utiliser la question avec laquelle vous sentez le mieux, bien évidemment. Voilà le fameux violentomètre avec le site de téléchargement. Donc je ne vais pas vous en reparler, mais c'est évidemment un outil qui est très utile. Alors il faut savoir qu'il a été traduit dans toutes les langues, et même en basque pour chez nous. N'arrête pas le progrès. Le film vidéo Anna, vous le connaissez, donc tous ces éléments, vous le retrouvez sur le site de la MIPROF, donc sur le site arrêterlesviolences.gouv, il y a d'autres outils, bien évidemment. Un site qui est très intéressant aussi, qui s'appelle Déclic Violence et qui a été fait par un groupe de médecins généralistes, là, donc vraiment très productif. Et là, maintenant, je vais vous parler des outils qu'a fait le réseau Périnat de Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous avons une commission de travail qui s'appelle Commission Vulnérabilité maternelle et parentale. Et 2 groupes ont travaillé, notamment un premier groupe sur le repérage, avec un auto-questionnaire dont on vous a parlé ce matin. Je vais vous le décrire après. Et un autre groupe qui a travaillé plus précisément pour préparer un kit sur les violences entre partenaires intimes à destination des professionnels. Donc ce questionnaire, cet auto-questionnaire, donc, il regroupe plusieurs questions sur les vulnérabilités parentales, notamment des questions sur l'addiction, sur les consommations pendant la grossesse, actuelle et avant et actuelle, voilà. Et aussi des questions sur les violences, sur la dépression aussi, les antécédents de dépression, la prise de médicaments. Donc nous avons la question 7 et 8 qui relatent sur les violences. Alors, il a été testé dans 17 maternités, il est en cours de déploiement. Évidemment, il faut faire une petite sensibilisation pour utiliser ce questionnaire. Là, il suffit de se rendre sur notre site pour pouvoir y accéder. Nous l'avons testé à l'hôpital de Bayonne pendant... donc, c'était en 2019. Non, oui, je ne sais plus trop. Enfin bon. Et donc, on l'a testé sur janvier-février, 2 mois, où on a utilisé donc 150 questionnaires en retour. Et chaque fois, on a eu la moitié des questionnaires, donc 75 à peu près, qui revenaient avec une vulnérabilité positive ou plusieurs. Et dans ces vulnérabilités positives, on en avait 40% qui étaient avec les violences. Donc nous aussi, on a été très surpris, même effrayés, on va dire, parce que ce n'est pas une question qu'on posait d'habitude. Et là, effectivement, on s'est dit que c'était énorme. Donc on a travaillé après sur les orientations,
on a la chance d'avoir une sage-femme aussi spécialisée en psychiatrie et périnatalité, donc qui nous aide beaucoup sur cette thématique. Et puis on a la chance, donc, comme je vous l'ai dit, d'avoir l'unité de victimologie pour aussi orienter les patientes. Donc le kit que je souhaitais vous présenter, il est effectivement constitué d'une procédure, d'un module de sensibilisation, avoir d'un petit livret avec des fiches réflexes et aussi des outils de prévention au grand public. Donc une procédure professionnelle à destination des professionnels de la périnatalité qui a été faite à partir des recommandations de l'HAS et du vade-mecum de la procédure pénale, de la réforme de la procédure pénale. Donc nous avons fait un grand chapitre sur la violence, effectivement avec définition, différence entre conflit, violence, tout le système d'emprise et le cycle de la violence. Et puis vous avez un deuxième chapitre sur toutes les conséquences sur la santé aux différents âges de la vie, donc pendant la période de grossesse puis période périnatale. Nous avons fait aussi un grand chapitre sur le rôle des professionnels de santé en périnatalité, notamment sur le repérage, l'accueil de la parole, le soin, la prise en charge, l'orientation et aussi sur le secret du secret professionnel. Pardon. Donc un module de sensibilisation d'une durée de 3 heures qui peut être déclinable sur les différents territoires de la Nouvelle-Aquitaine, qui va aussi paraître en webinaire régional, avec aussi des ateliers pratiques d'une durée plus courte de 1 heure, à destination donc des professionnels. C'est un module que moi j'ai fait depuis 2017 sur mon territoire du Pays Basque, et en fait on est à plus de 3000 professionnels aujourd'hui formés sur le repérage et l'orientation des victimes. Et voilà le livret de fiches réflexes. Alors j'en ai qu'un, on ne va pas se battre, j'en ai qu'un, il est téléchargeable autrement sur le site pour ceux qui sont inscrits. C'est un outil qui a été créé dans le Pays Basque avec tous les partenaires, aussi bien les forces de l'ordre, le parquet, toutes les associations des victimes, le centre hospitalier de la Côte Basque et l'unité de victimologie. Donc c'est un livret qui est constitué de 20 fiches réflexes. Donc il y a une destination de sensibilisation et formation des professionnels, mais aussi un rôle pédagogique vers les victimes. C'est-à-dire qu'on a un code couleur, les codes blancs, vous allez le voir, je vais vous le décrire, permet d'utiliser cette fiche et de faire prendre conscience donc à la patiente si elle est victime, ses symptômes et ainsi de suite. Et un code couleur bleu plus destiné aux professionnels. Voilà, les objectifs, effectivement, c'était de savoir, de comprendre la différence, violence-conflit, différentes formes de violence entre partenaires intimes, la relation d'emprise, cycle de la violence et ses conséquences, mais aussi de savoir-faire et de savoir-être, et de savoir surtout quoi en faire. Donc, voilà, on va passer sur ces premières fiches. Donc, en fait, c'est le repérage. Bon, l'idée, c'est pas de les lire, je vous incite surtout à les télécharger, ça sera plus facile. Donc, ces premières fiches permettent de différencier le conflit de la violence. On a travaillé à partir des dires des victimes. Donc, vous voyez, dans tous les petits encadrés, c'est les paroles que vont dire les victimes quand elles viennent en consultation. Et nous, en face, on a mis les violences qu'elles subissent, voilà, pour qu'elles puissent s'approprier effectivement ce qu'elles vivent. Et effectivement, avec un rappel à la loi que toutes ces violences sont punies. Ensuite, voilà, donc on a travaillé sur fiche 3-4 sur comment on repère l'emprise. Donc on vous l'a expliqué tout à l'heure. Là aussi, on a voulu partir des dires dans les bulles des victimes et on a voulu mettre en face la stratégie de l'auteur. Voilà. Et sur la fiche 4, on explique les 4 phases voilà, de l'organisation de l'emprise, donc qui est plus destinée aux professionnels. Ce petit flashcode vous ramène directement sur le vade-mecum de la réforme de l'article 226-14 du Code pénal et qui va vous proposer des questions encore plus précises sur l'emprise, dont vous pouvez les utiliser et ça vous permet de voir si effectivement la patiente est sous emprise. Repérer le cycle de la violence, donc là aussi, on en a parlé tout à l'heure, 4 phases. L'idée, c'est que la patiente elle-même se découvre dans les phases et qu'elle puisse vraiment les reconnaître
hein, parce que on peut tout expliquer, mais en fait, je pense que la patiente, quand elle s'entend dire exactement les mêmes mots qui sont écrits, elle va comprendre tout ce cycle. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les messages qu'on peut décerner, et quels qu'ils soient et où qu'ils soient, sont très importants. C'est « vous n'êtes pas responsable ». Voilà. Sur la fiche 6, c'est plutôt destiné aux professionnels. Donc ça explique tout ce cercle qui va se transformer en spirale. Et le message à passer par le professionnel, c'est « seul l'auteur est responsable ». Les fiches 7 et 8, comment on repère les conséquences des violences sur la santé. Donc là aussi, on part des symptômes qui sont pour la plupart du temps évoqués par les patientes. Et effectivement, on met toujours en bas « appeler le 3919 » parce que si la patiente finalement ne veut pas nous dire voilà, qu'elle veut être suivie, au moins elle a ce numéro d'appel. Et derrière, donc, on a une liste bien évidemment non exhaustive de toutes les conséquences sur la santé. De la même façon, on a fait une fiche concernant les enfants, puisque vous l'avez bien compris, les enfants ne sont pas maltraités, ils sont victimes lorsque les parents subissent lorsque les mères subissent des violences conjugales. Donc là aussi, c'est une fiche qui est très importante et qu'on peut montrer donc, à la maman parce qu'elle va reconnaître les symptômes de son enfant. Et donc effectivement, on explique bien qu'à tout âge, témoins visuels, auditifs de scènes de violence conjugale, les enfants sont en danger. De la même façon, sur la fiche destinée aux professionnels, on a tous les symptômes qui sont décrits de 0 à 18 ans, en expliquant bien aux professionnels qu'un enfant qui est en danger doit être signalé. Donc, comment repérer la violence et le psychotraumatisme? Je ne vais pas vous les faire en détail, mais voilà, on explique qui, quand, comment, avec les signes d'alerte qui peuvent apparaître, hein, comme je vous ai donné dans l'anecdote, et comment on repère aussi les signes du psychotrauma. Très important, puisque Myriam vous l'a expliqué, hein, quand les femmes sont psychotraumatisées, parfois même quand elles viennent sidérer, elles peuvent nous agacer puisqu'elles racontent des histoires qui sont effrayantes, hein, effrayantes, comme si elles buvaient le thé, quoi. Enfin, c'est sidérant même pour nous à la fin. Donc voilà, comment on repère le danger, hein, puisque l'idée c'est aussi de... Vous savez qu'en tant que professionnel, on doit signaler s'il y a un danger immédiat pour ses victimes, donc il faut savoir le repérer. Donc il y a une évaluation globale à faire avec évidemment tous les signes en rouge qui font partie de la gravité de la situation, avec toujours le même flashcode qui nous ramène vers le vade-mecum. Vous avez des questionnaires bien précis qui ont été faits par le parquet. Je passe. Donc voilà, comment je repère la violence et comment j'agis. Donc pour chaque situation, eh ben, vous verrez que voilà, il faut alerter ou protéger, il faudra conseiller un plan de sécurité ou orienter. Donc en fonction vraiment de la patiente, une fois qu'on a éliminé évidemment le danger immédiat. J'aimerais dire toujours qu'il y a un danger, mais bon. Voilà. Donc il faudra respecter le choix et la temporalité de la patiente avant d'agir. Une fois qu'on a repéré le danger immédiat, cette fiche permet de vous expliquer comment on fait le lever du secret professionnel, un signalement judiciaire. Bon, il n'a pas aimé hein, le Mac. Voilà, toujours avec le flashcode qui va vous ramener un signalement, comment on fait un signalement au procureur. Comment on constitue un dossier médical aussi exploitable avec la rédaction d'un certificat médical initial et les ITT, avec un flashcode qui ramène à l'exemplaire d'un certificat médical. Et donc du repérage à l'orientation, cette fiche nous permet de reprendre tout le parcours d'une victime, voilà, en reprenant les différentes étapes. La fiche 20 correspond à des numéros par territoire. Donc en fait, on a un livret par territoire puisque ces fiches ont été remises à jour par toutes les sages-femmes du territoire et correspondent à tous les départements différents. Un autoquestionnaire aussi, là, qui a été emprunté à SOS Violence Conjugale en Corrèze. Donc il peut être rempli par les femmes, effectivement. Et donc nous, je vous ai donné l'exemplaire du Pays Basque, on a derrière les numéros locaux qu'elle peut contacter. Donc voilà, je voulais simplement dire qu'y penser et oser. Voilà. En n'oubliant pas d'avoir une certaine attitude bienveillante, créer un environnement favorable, être un peu sensibilisé quand même, prêt à accueillir une réponse positive, donc avoir du temps. Et puis le bon outil, c'est celui qui va vous convenir. Et puis surtout, de ne pas oublier de travailler en réseau.
Je voulais vous exposer, vous les avez vus donc à l'entrée, c'est une exposition itinérante que nous avons créée au Pays Basque avec le partenariat du réseau Périnat. Et en fait, cette exposition donc, reprend toutes les fiches qui correspondent pour le public. Elle est disponible donc, si vous le demandez au réseau. Il a été mis aussi sous forme de flyer, donc on a repris effectivement toutes les fiches du kakemono avec un flash code qui nous ramène sur le site du réseau pour avoir toutes les ressources locales. Voilà l'outil que vous pouvez télécharger sur le site du réseau. Et voilà, puis j'espère que vous deviendrez tous un petit colibri. Merci.